Bien le bonjour à vous tous et merci de nous retrouver comme chaque matinée. Nous sommes donc le mercredi 7 octobre. Nous aurons le plaisir de retrouver nos rubriques habituelles du mercredi avec Hamid Belkacem dans un tout petit moment. Il sera accompagné d'un architecte, directeur de la revue Vie de Ville. Il sera là pour nous parler de comment lutter contre la laideur urbanistique. Et oui, c'est vrai, pour marquer un petit peu cette journée mondiale de l'habitat, il reviendra sur cette thématique. Nous avons beaucoup d'architectes qui pourraient justement travailler sur cette thématique. En tout cas, il nous le dira sur notre plateau tout à l'heure. Nous aurons également Nassiba Jaïdir dans sa rubrique Mosaïque. Aujourd'hui, elle fera un gros plan sur l'exposition collective à la Galerie Baïa du Palais de la Culture, une belle exposition qu'elle a pu filmer et puis elle viendra nous en parler en détail. Et puis nous aurons également une dame très courageuse qui elle a décidé de monter une agence de voyage. Elle a intitulé ça Handy Tour et oui, c'est destiné pour les personnes en situation d'handicap. Elle fera donc le déplacement spécialement pour nous parler bien sûr de cet engagement et surtout de toutes les destinations qu'elle a choisies pour améliorer en tout cas le quotidien et surtout la visite du pays à travers bien sûr différentes wilayas pour les personnes en situation de handicap. Nous aurons également à faire un gros plan sur la radio chaîne 3 et surtout certaines émissions qui font partie de la grille de la rentrée, à l'exemple de Leïla Djubour qui sera sur notre plateau pour nous parler de sa toute nouvelle émission. C'est tous les jours du dimanche au mercredi, c'est tous les soirs à partir de 20h jusqu'à 21h. Elle nous en parlera tout à l'heure à l'improviste. C'est l'intitulé donc de son émission. Et puis on retrouvera Hakim Keshoud, notre ami, pour parler donc de l'actualité sportive. Tout ceci sera développé bien sûr avec Hakim. Voilà, on aura le plaisir d'être ensemble jusqu'à durant 1h30 d'émission. On va vous laisser en compagnie d'Amel Haribi pour la météo tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voici Amel, elle est là, elle est prête. Ça va? Bonjour Amel. Toujours en manche courte, ça veut dire qu'il va encore faire chaud. Exactement. Je vous dis, elle a toujours son petit gilet, sa petite veste. Ne vous fiez pas à Amel. Il fait frais ce matin, il fait frais le matin. Bientôt le matin, donc il fait froid. Voilà, donc les températures Agréable. Un beau soleil qui s'annonce. D'accord. La plage aussi, il y en a qui se baignent encore? Oui, c'est quand même, on aura une mer calme. Hein, les derniers estivants qui profitent jusqu'au bout. Oui. Très bien. On vous écoute, Amel. Merci, Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée, mais cette fois-ci dans les vallées, l'ouest, centre et est du pays. Puis, le soleil brillera de tous ses feux tout au long de la journée sur les régions de l'ouest, le centre, également l'est du pays. Par contre, la moitié sud, eh bien, on aura un ciel partiellement voilé avec des foyers orageux isolés sur l'extrême sud, le Gartassili et le Sahara oriental, pouvant engendrer quelques pluies par endroits partiellement voilées sur la wilaya de Tindouf. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent, avec toutefois des soulèvements de sable, cette fois-ci vers le Sahara central et le sud des oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison, avec toutefois un maximum de 31 degrés du côté de Relizane, 30 à Tlemcen, Alger, 26 à Annaba, 29 Oran, 24 à Batna, 25 à Al-Bayad et Djelfa, 26 à 28 degrés du côté de Constantine, la moitié sud eh bien, relèvera 29 degrés à Gardaya, 30 Biskra, 35 degrés à Tamanrasset et Janet, 32 Béchar, 38 Tindouf, 36 degrés à Drar, Insalah et enfin 42 degrés le maximum à Borj Bedi Mukhtar et Gzam. On va faire maintenant l'état de la mer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on aura une mer plutôt calme sur les régions côtières ouest, centre, peu agité par contre sur les côtes est avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest et centre avec des vents qui seront variables. On va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord cette fois-ci où le ciel se montrera plutôt nuageux et pluvieux à Montréal, un beau soleil par contre à Washington, Dallas, Mexico, partiellement nuageux en Californie. Le mercure affichera 19 degrés à Vancouver, 14 à Montréal, 25 à New York, 27 degrés à Washington, 30 Miami, 31 degrés à Dallas et le maximum cette fois-ci en Californie avec 32 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée.
La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, merci beaucoup C'est moi Amel qui vous Haribi. remercie. On a pu voir les températures quand même Agréables, déjà, hein. oui, agréables chez nous, Oui. mais au Canada, à Montréal, Ah oui. 14 degrés déjà, ça promet. C'est frisqué quand même. Hein. Voilà, bon, on leur souhaite bon courage. En tout cas, Ouais. l'hiver arrive à grands pas hein, Ouais, déjà. ouais, ouais. Chez eux, Donc, oui. voilà, on va vous laisser repartir avec une belle Une chanson. chanson, comme Le d'habitude. groupe Babylone, enfin, on va dire Amin Djemel, bien sûr, qui chante une belle chanson. Un nouveau clip qu'on vous invite à apprécier. Et puis, on va retrouver Amel Haribi, bien sûr, avec les rendez-vous juste après les journaux télévisés de midi et 19h. 19h. Bonne journée. Bonne journée, Amel. Alors, on vous laisse en Tout à compagnie de cette belle chanson. Alors, en tout cas, on lui souhaite autant de succès pour sa première donc, chanson qui a fait le tour du monde du groupe Babylone. Et puis, on a le plaisir de retrouver nos amis donc, qui vont nous parler d'environnement urbanistique plutôt avec Hamid Belkissam. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Et vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous êtes accompagné de Akli Amrouche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Toujours Merci. un plaisir de vous recevoir sur nos plateaux. Merci de l'invitation. Voilà, vous êtes architecte, vous êtes directeur de la revue Vie de Ville. On a eu plusieurs fois l'occasion de vous recevoir. Déjà même, vous étiez venu sur ce plateau avec Hamid pour parler bien sûr de cette, voilà, on va dire l'urbanisme comme ça et comment essayer d'améliorer Oui. l'image de notre urbanisme. Et surtout, parler de cette journée mondiale donc de l'habitat. Revenir c'est- sur cette journée mondiale. C'est le premier lundi de chaque mois d'octobre. Cette année, c'était lundi, ça fait à peine 48 heures, donc on va en parler. Mais sur un aspect assez... C'est l'actualité qui fait aussi débat. Il y a eu cette semaine, il y a un peu, tout un débat sur la violence dans nos cités. Oui. Il y a des gangs, il y a même des projets de loi. C'est presque des films de cap et d'épée qui sont tournés au quotidien dans nos cités. Il y a une telle violence qu'il a fallu promulguer une loi. Donc on revient à la cité. Pourquoi est-ce que nos cités sont laides, elles sont mal faites? Est-ce que c'est un problème de conception? Est-ce que c'est un problème de paysage? Et d'où la présence de notre ami Akli Amrouche, Architecte Akli Amrouche. urbaniste, directeur de la revue Vie de Ville au pluriel. Hein. Exactement. Alors c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'évoquer déjà ce sujet, Ouais. mais là c'est autre chose. Là encore une fois c'est lié bien sûr à l'éducation peut-être de cette jeunesse et comment leur offrir un espace adéquat, un espace aussi de loisirs. Vous avez dit Dans l'essentiel. Là. C'est vrai que cette problématique de l'habitat, elle est mondiale, hein, certes. Oui, c'est vrai. Mais chez nous, donc, c'est vrai que c'est une problématique qui nous poursuit depuis de très longues années, depuis pratiquement la première crise du logement dans les années 70 et puis les années 2000 où on a construit énormément de logements. Alors le problème où ce qui se situe, c'est au niveau effectivement spatial parce que il y a un problème de planification urbaine, d'études urbaines, de projets urbains. Généralement, on choisit toujours les sites les plus faciles. Généralement plats, c'est des Ouais. terrains agricoles pour la plupart du temps. Qu'on grignote, voilà. dommage. C'est une véritable aberration, Oui. cela dit. Hein. Voilà, et où on installe des zonings d'habitat, 2000, 5000, 10 000 logements, sans transport en commun. Difficilement, après, on rattrape le coup, sous-équipés souvent, loin de la ville, loin des espaces de enfin, des bassins d'emploi. Et donc, ça crée aussi un malaise, quoi. C'est tout à fait normal. Donc, quand vous êtes loin de tout, vous n'êtes pas en ville. Vous êtes dans une cité dortoir, quelque part. Voilà, c'est ça. Et si vous rajoutez à cela les mauvaises, la mauvaise construction, donc la qualité de la construction Ouais. qui à la n'est hâte pas et voilà. surtout Dans l'urgence, vous pouvez des pas faire personnes des mal choses intentionnées, intéressantes. hein, parce que souvent c'est ça, peut-être ne pas suivre le chantier et donner donc peut-être des projets à des personnes Oui, ça commence mal aussi, intentionnées. c'est aussi l'architecture, hein, parce C'est ça. qu'on vous oblige dans des cahiers des charges à vous restreindre à un type d'habitat bien particulier, bien précis, où pratiquement tout est interdit. Ça finit par des façades un peu anonymes, sans âme. Voilà, comparé. Très juste, laide, il faut le dire. Hein, très en laide, termes- oui, oui. tout à fait, Voilà. tout à fait. Avec des couleurs. Alors là, c'est que même ces histoires de couleurs, il faut en parler parce que vous trouverez des cités en rouge, des cités en vert, des cités en orange, etc. C'est pas codifié tout et- cela. Normalement, la ville doit moi, je- avoir une Moi, je serais pour- signature. Ouais, moi je serais pour tout peindre en blanc et qu'on en finisse parce que c'est Revenir les à- fautes de goût, les fautes de couleur, en plus l'espace public qui n'est pas travaillé, pas de verdure, pas d'espace de récréation,
Vous savez, chaque espace peut être utilisé par... La dernière fois que vous étiez venu, vous aviez donc terminé par une note d'espoir en disant que nous avions formé suffisamment d'architectes pour remédier à toute cette laideur, on va dire, et ce travail, peut-être refaire un travail sur la réaménagement de ces... Oui, la formation d'architecte, j'étais récemment dans des jurys d'architecture pour des projets de fin d'études. C'est vrai que la qualité est là, les jeunes sont assez bien formés, on va dire, mais de toute façon, même en sortant sur le terrain, on continue à se former. C'est un métier où on apprend tous les jours, hein, donc c'est pas, il faut pas, on n'a pas le diplôme d'architecte, on peut tout faire. Et on ne peut rien faire seul non plus. Hein. Voilà, bien exactement. Sûr, il n'y a pas que des architectes, voilà, c'est toute une chaîne. Le bâtiment, le génie civil, etc. Voilà, exactement, c'est toute une chaîne. Mais voilà, là où le bas blesse, moi, à mon avis, en Algérie, c'est avant d'être un problème d'architecture, c'est d'abord un problème d'urbanisme, d'abord un problème de planification. Comment travailler sur la ville déjà existante. Bon, il y a des lois aussi sur le patrimoine bâti, mais comment on fait de la revitalisation urbaine, comment on agit, on essaye de travailler sur ce qu'on a déjà, qui est aussi qualitatif du point de vue architectural, comment retravailler tous nos espaces publics, parce que nos espaces publics, notre paysage urbain, et voilà, n'est pas bien... Il y a eu des tentatives, parce qu'il y a eu aussi donc, des laboratoires qui ont fait aussi des cités, on va dire, expérimentales. Il y a eu l'introduction aussi de l'énergie solaire. Il y a eu donc des tentatives comme ça, où on avait aussi éliminé les façades, les fameuses paraboles aussi. Ça a été aussi quelques tentatives. Les paraboles, déjà toutes les terrasses de nos logements sont inaccessibles. Ça, c'est un point à chaque fois que j'en parle, parce que c'est un problème. Avec le Covid, c'est encore un problème supplémentaire. Je veux dire, les gens sont cloîtrés dans des F3, ils peuvent même pas sortir. Les hommes peuvent sortir, les femmes, les pauvres femmes, restent chez elles, malheureusement confinées, emprisonnées dans le petit espace. Même le petit balcon, on l'a récupéré pour en faire une chambre supplémentaire. Et donc, vous n'avez pratiquement aucune ouverture à l'extérieur. Et rajoutez à cela, vous leur enlevez les terrasses qui étaient avant, hein, vous prenez nos qsor, nos kasbahs, etc. Tous les terrasses étaient accessibles. Je veux dire, c'était un espace aussi où on respirait, où on sortait. On peut même aujourd'hui, on voit partout dans le monde, les terrasses sont occupées aujourd'hui. Il y a une mode. Les vérandas aussi. Les vérandas, voilà, on arrive même à planter dans les toits des terrasses. Et on fait même de l'agriculture urbaine, de l'apiculture, voilà, tout ça. Chez nous, c'est impossible. Je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, ils ont généralisé peut-être un problème, alors que ce n'est pas un problème. Je veux dire, c'est des espaces de socialisation qu'on peut utiliser. Vous posez une bonne question. On ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression, à vous entendre, à Clé Amrouche, que c'est le seul espace d'expression de l'architecte, c'est soit dans les jurys d'examen, soit dans les médias. On a l'impression que l'architecte urbaniste n'a pas son mot à dire en termes de politique de la ville. Vous vous exprimez où, en général? En dehors des médias et en dehors des jurys. Est-ce que l'architecte urbaniste a son mot à dire dans les projets? Et quand vous êtes consulté, quand vous avez l'oreille du responsable, j'ai eu une chance pour une petite période, d'avoir l'oreille d'un responsable. On a fait des choses intéressantes, je veux dire, on a fait passer pas mal de messages. Quand vous avez l'oreille du responsable, c'est pas juste le responsable, parce qu'il vous fait assister à de grandes réunions où tout le monde est là, etc. Tous les responsables, les directeurs, ceux qui prennent des décisions. C'est toujours bon d'arriver à ces points-là et essayer d'expliquer des choses convenablement. On a essayé de le faire, bien entendu, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance de le faire. Ça reste une petite expérience et non pas un fait établi, une manière de faire la ville en quelque sorte. Une petite expérience qui m'a montré en tout cas qu'il y a un véritable problème de gouvernance des projets urbains, un véritable problème de gouvernance des projets tout court. Je veux dire, le suivi aussi, bien sûr, de ces projets. Le suivi, alors bien sûr le suivi, et puis l'entretien derrière, et puis la gestion, l'exploitation. Il y a aussi une chose très importante, c'est la police d'urbanisme qui agissait peut-être il y a quelques années, peut-être qu'aujourd'hui un peu moins. On le sent. Avec les moyens qu'ils ont, je ne pense pas qu'ils peuvent couvrir autant de quartiers informels, autant de cités, autant de... Voilà, même les gendarmes et les policiers ont du mal aujourd'hui à... Parce qu'on a mal construit nos cités. En fait, ce sont des cités beaucoup plus dortoirs, où il n'y a absolument rien, mis à part les mots, c'est-à-dire la drogue
la violence, l'insécurité. Et comment y remédier? Comment replanifier, j'allais dire, l'espace et redonner des espaces de vie, y compris dans des cités? Est-ce qu'on peut rattraper le coup? Moi, je ne vous dirais pas que c'est pas possible. C'est difficile, ça va être compliqué, mais il faut juste y plancher et mettre de la matière grise. Moi, je pense que c'est tout à fait possible d'équiper ces quartiers, leur donner de nouveaux équipements culturels, avoir une politique culturelle, de sport, enfin toutes les activités qui fonctionnent aussi avec l'habitat, mettre des bibliothèques. Hein, des espaces verts, ça permet d'adoucir les espaces verts, les concevoir, pas juste planter des arbres. Je veux dire, c'est pas le fait de mettre un carré de gazon que vous avez fait un espace vert, non. Il faut aussi peut-être travailler avec les habitants et refaire avec eux quelques projets. Là encore, vous parlez des habitants. Là encore une fois, c'est aussi une implication qui devrait être aussi possible. Impliquer le maximum de ces habitants. Je dirais même plus que ça. Les projets comités de quartier aussi qui sont plus. Oui, moi je pense que les projets doivent émaner de ces associations de quartier. C'est extrêmement important que les habitants eux-mêmes se prennent en charge. Aujourd'hui, on a je sais plus de 20 000 architectes dans ce pays. J'imagine que dans chaque cité, il y a au moins un architecte. Je veux dire qu'il faut absolument qu'il aide son association de quartier pour essayer de monter des projets avec eux. Il y avait à l'époque aussi, c'était des cités de fonctionnaires. Donc il y avait donc des blocs, peut-être d'architectes, de police, etc. Et après, les habitants se constituaient en comité de quartier. Il y avait donc un responsable. Tout à fait. Bon, maintenant, le problème, c'est ces formules d'habitat. C'est-à-dire, on juxtapose des formules d'habitat différentes. Celui qui vient, bon, entre guillemets, c'est des bidonvilles, quand on reloge. Celui les bas revenus, les revenus moyens et tout. Les moyens et les hauts revenus. Il n'y a aucune communication, il n'y a pas de mixité sociale. Justement, on a neutralisé les différents plans de logement social, LPP, LPA, ADL. On a neutralisé la mixité sociale. Et ça pose problème. C'est plus la ville. D'où la violence urbaine. Tout à fait. En ville, dans un seul bâtiment, vous trouverez quelqu'un qui roule en 4x4 et je sais pas, le coiffeur ou le cordonnier qui habite peut-être dans la même... Bon, ça n'existe ça n'existe plus. Et même quand vous rentrez dans ces typologies, même les gens ne communiquent pas entre eux parce qu'il n'y a plus d'espace de socialisation, il n'y a plus d'espace où on peut discuter, on peut monter des projets. Il y a très très peu de sièges d'association, je veux dire, alors que tous les rez-de-chaussée généralement sont vides quand ils ne sont pas occupés. Mais, c'est qu'il y a moyen de récupérer du mètre carré et faire cela. C'est toi comme ouvrage à Kiamrouche. On est en train Kamal de voir. Louafi, dans ce bouquin, Chorégraphie du paysage, qui est en 4 langues, en arabe, en français, en anglais et en allemand. Qui vient de sortir. Il vient de sortir, il est tout chaud, tout prêt. Voilà, il sort en Allemagne en même temps, donc il est sorti en Allemagne en même temps dans une version de couleur. Hein. Pourquoi l'Allemagne, justement? Parce que Kamal Louafi, il habite en Allemagne, il a fait sa carrière à Berlin. Paysagiste, architecte paysagiste. Il a fait quelques projets en Algérie, notamment à Biskra avec l'Aquapark de Biskra, mais aussi d'autres travaux un peu partout, aussi dans le monde, à Abu Dhabi, enfin un peu partout. Donc à Dubaï, en Inde, aux Émirats, etc. Donc il y a pas mal de projets qui sont présentés. C'est un peu toute sa carrière qui défile. Juste pour dire que quand on veut, on peut faire des choses. Voilà. La compétence est là. Oui, tout à fait. Et puis la réflexion, la matière grise. Et surtout, c'est un message qu'il donne. Je veux dire qu'il faut donner du soin aux espaces publics pour qu'ils soient appropriés par les habitants. Il fait de l'art, il fait des sculptures, il fait des espaces il réalise des espaces de rencontre. Il y a aussi toute une partie sur ces projets qui n'ont pas été réalisés. Parce que un architecte... Les rêves inachevés. C'est des concours, c'est des heures et des heures de réflexion. Il y a plein d'idées très intéressantes de 30 ans de carrière. Je pense qu'il y a moyen de s'inspirer déjà de ce qui a été fait en Algérie et ailleurs pour essayer pourquoi pas faire un peu la même chose en Algérie. Vous savez qu'ici, c'est très rare les appels d'offres, par exemple, pour étudier une place publique ou un espace vert.
Il y en a Et pourtant, pratiquement nous en pas. avons des architectes paysagistes. C'est pas encore une préoccupation, à mon avis, c'est pas encore la préoccupation des D'accord. pouvoirs publics, malgré qu'on a par exemple sur les grandes villes de grands projets ambitieux, mais ça reste Ça une devrait ambition l'être, hein. globale, alors que l'urbanisme se construit sur des petites batailles que vous essayez de gagner C'est vrai. et que vous dupliquez dans toute la ville. Alors, une question très simple. Hein. Oui. Nos cités sont mal faites parce qu'on a travaillé dans l'urgence à offrir du logement, Oui. mais pas de l'habitat aux Algériens. Autour de logements, c'est indéniable. Je pense en 10 ans, 2 232 000 logements, c'est énorme. Il n'y a pas la qualité. Aujourd'hui, on se retrouve à gérer parce qu'il n'y a pas de SAV, il n'y a pas de service après-vente, il y a de la violence. Et la violence ne peut pas être combattue juste par des lois anti-violence. La violence doit être combattue par des lois, des projets de restructuration Tout à fait. urbaine, Tout à fait. tels que... Comment on va pouvoir... Bon, la loi contre la violence, c'est bien, mais au-delà de cette loi, pour remettre la quiétude, la paix et le vivre ensemble dans les cités, c'est comment? Bon, à mon avis, déjà, il faut comme vous l'avez dit, donc, faire des projets de restructuration de ces grands ensembles d'habitat, enfin de logements, on va dire. C'est Les même pas fameuses zones d'habitat urbaines nouvelles. Oui, bon, c'est les unes, Voilà. c'était mieux. Hein. L'époque des unes, c'est encore. Maintenant, c'est pire. On a régressé. Maintenant, c'est pire parce que c'est plus dense. C'est des tours maintenant qui sont construites avec tous les problèmes qu'on trouve après, les malfaçons, etc. Mais effectivement, l'idée, c'est de. Avec des quartiers dortoirs, comme on les connaît, essayer de penser une façon de concevoir une petite ville ou un petit centre de quartier, ou essayer justement d'intéresser les habitants du point de vue économique, mais aussi social, leur offrir du loisir, pourquoi pas des salles de cinéma, pourquoi pas des complexes culturels, des centres commerciaux peut-être, mais je veux dire, à un certain moment, penser déjà à équiper ces quartiers pour qu'ils aient un peu des espaces qu'on peut identifier à ce qu'on appelle la ville, quoi. Voilà, faire de l'habitat et non plus du logement. Voilà. Et on a vu aussi certains bâtiments, vieux bâtis, qui tombaient en ruine, donc ils étaient détruits. Heureusement, ils n'ont pas été remplacés, donc c'est des espaces qu'on se réapproprie dans la ville. Oui, quand vous avez une ville dense et vous avez une opportunité de faire une place publique, un lieu de rencontre, et vous l'aménagez correctement, bien sûr, il faut le faire, tout à fait. Sur Alger, par exemple, dans les projets qui sont prévus, il y a énormément d'espaces verts qui ont été proposés, en tout cas imaginés. Il y a l'étude de détail qui ne suit pas encore, mais Alger, elle était vouée à devenir une éco-métropole. Une éco-métropole. Oui, Ça fait plaisir à Khalid. de la Méditerranée, où on allait restaurer tous les systèmes écologiques, assurer un peu la continuité justement de cet espace vert via des couloirs verts et des lignes vertes. Oui, la ligne verte, Voilà. vous étiez venu Couloir vert, nous parler type, de cette ligne verte et tout à j'espère fait. qu'elle verra bientôt le jour. Hein. C'est des espaces de récréation aussi. Vous voyez les sablettes comment c'est aujourd'hui. C'est pas le projet final qui est prévu. Au contraire, le projet final n'est pas. Les sablettes, vous avez 2 accès à peine. C'est pas ça l'objectif. C'est la baie d'Alger. L'objectif, c'est de venir de la ville et traverser la partie autoroute et essayer de rejoindre la mer. Il y a de plus en plus de parcs de loisirs. Il y a pas mal d'axes qui sont prévus de la ligne de crête vers la mer, justement pour irriguer, pour donner un flux vers la mer et vers la ville. Il y a le réaménagement du Wad El Harrach aussi. Wad El Harrach, oui. on a travaillé récemment sur justement Wad El Harrach aussi, les berges de Wad El Harrach qui deviennent une dorsale verte, une sorte de dorsale verte où on peut se promener, on peut faire de la bicyclette, aussi. navigable à un certain moment. Et l'idée, c'est bien entendu de restructurer tous les quartiers comme le centre de El Harrach, les 3 caves, pareil, le quartier des 3 caves. Ça a beaucoup changé déjà. Hein. Il y a certaines zones qui ont été aussi rafraîchies, il y a plus d'espace, plus d'ouverture aussi. Sécurisé, puisqu'il y a eu Est-ce qu'on peut digues qui ont été mener construites. en parallèle la restructuration des vieux quartiers, parce qu'on parle les 3 caves, le Harrach et tout, c'est vraiment de l'ancien, mais tout en ayant une vision sur ce qu'on est en train de construire en ce moment. Parce qu'on est en train de construire est hyper laid, c'est de la laideur. Oui. Et donc,
On ne peut pas attendre encore un siècle pour encore arranger cette laideur. Il faut mener le combat sur 2 fronts, la restauration du vieux bâti et faire quelque chose de beau actuellement. Moi, je pense qu'il y a la responsabilité des élus. Déjà, elle est engagée. Dans chaque commune, chaque maire doit être élu sur la base d'un projet. C'est pas juste dire 2 mots, je suis de tel parti, pour que je un projet sois... construit aussi Voilà, par un architecte. Voilà, c'est ce qui se fait dans le monde entier. Un élu vient proposer ses services, ses compétences à ses concitoyens, c'est sur la base de projets. Et généralement, c'est des projets urbains. Je veux dire, comment on fait pour restructurer une commune d'habitat type cité dortoir? Il y a des communes plus riches que d'autres. Hein, voilà. aussi. Et ces élus, c'est pas à eux de le faire, mais ils doivent interroger les spécialistes. Donc ils doivent s'entourer de conseillers qui sont spécialistes du domaine. C'est comme ça qu'on pourra avancer. Et c'est la collaboration en fait intercommunale finalement qui peut faire maturer des projets, aboutir à un projet de ville. Parce qu'il y a le découpage administratif qui est là. Et il y a des limites. Parfois, il est handicapant. On a vu des cités qui relèvent de 2 communes différentes. La même cité, une cité de 1200 logements, où vous avez 10 bâtiments à droite dans une APC, dans une commune, et 10 bâtiments à gauche sur un autre territoire. D'où la difficulté de gestion. Mon mémoire de magistère, c'était justement sur la coopération intercommunale. Et j'avais travaillé pendant 2 ans sur un terrain en friche, au milieu enfin, sur les limites de 3 communes. Et voilà. Donc, on a fait collaborer les maires des 3 communes. On n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? À fédérer les habitants, parce que cet espace, c'était leur espace. Et donc, c'est à partir de là que vous pouvez, au fait, finalement, faire émerger des projets qui peuvent être très intéressants sur le plan économique, social et inter... Voilà, on est arrivé... Oui, on est arrivé à la fin. Faire réémerger le CPVA, le Conseil populaire de la ville d'Alger. Alger est une ville qui a besoin d'avoir une gestion intersectorielle, intercommunale. Il y a des textes en ce moment qui sont en révision sur les textes de loi sur l'urbanisme qui datent déjà de l'année 90. Aujourd'hui, la population a un point de vue. Ils ont 30 ans. Je pense qu'ils sont en train d'être changés, mais franchement dans le bon sens. J'espère que ce sera un nouveau départ pour nos villes. Et j'espère qu'on pourra réaliser de très beaux espaces publics. Vous terminez toujours avec une note d'optimisme, tant mieux. Et puis on rappelle la sortie de votre ouvrage avec Kamal Wafi, c'est cela, un bel ouvrage qu'on peut, on peut s'inspirer bien sûr de ce travail. Il y a beaucoup de surprises aussi. Alors, vous le disiez, les compétences sont là, nos compétences sont là. Pourquoi pas travailler toujours pour améliorer notre bien-être? Il faut qu'il soit lu par les élus. Tout bord confondu, les 1541 présidents d'APC, les 48 walis, les députés, les sénateurs et les décideurs. Et à ce moment-là, on pourra se diriger vers... Il est en arabe et en français, et en anglais aussi. Et il y a beaucoup de belles images. Beaucoup de belles images. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Akli Amrou, je rappelle que vous êtes architecte et vous êtes donc directeur de la revue Vie de Ville. À très bientôt. Merci. Bon courage à vous. Merci. Hamid, merci beaucoup. Merci à vous. À mercredi prochain. On a déjà une thématique déjà prévue. On laissera la surprise pour la semaine prochaine, comme toujours. Mais sinon, on va vous dire donc à très bientôt. Bonne journée à vous. Vous en savez beaucoup sur les filets de pêche. Oui. Nous, on va voir un reportage là tout de suite. Vous, c'est plutôt dans la récupération des filets fantômes. On en avait déjà parlé. Récupérer des filets fantômes pour en faire donc des petits sacs écologiques. Et pour garder la ville propre, on les utilise aussi sur au niveau des communes qui n'ont pas de benne tasseuse, pour couvrir les camions des ordures ménagères et ne pas laisser une partie quand on traverse. Tout à fait. On va voir tout à fait autre chose, mais ça se rapproche puisque notre journaliste Saïda Mariouf est allé à Béjaïa voir justement la fabrication de ces filets de pêche. Comment est-ce qu'ils fabriquent des filets de pêche? Ça s'appelle le ramondage. Regardez, on se retrouve juste après. Le port de pêche de Béjaïa a une capacité d'accueil de 250 embarcations entre chalutiers, sardiniers et petits métiers. C'est là où nous les avons rencontrés affairés à l'apprentissage du métier de ramondage des filets. Eux, ce sont des marins-pêcheurs stagiaires bénéficiant de cette formation initiée par la Chambre de la pêche et de l'aquaculture. Cette formation est inscrite dans le cadre de la formation de marins qualifiés. Donc les armateurs ont constaté un manque d'effectifs.
Donc nous avons demandé à l'ETPA de Colo, donc bien sûr en collaboration de l'ETPA de Colo, nous avons une promotion de 60 élèves. Donc la formation a débuté au mois de décembre 2019. Donc malheureusement, elle s'est arrêtée net en mars 2020 en raison de la pandémie. C'est des gens, ces stagiaires-là, donc ils sont en apprentissage. Savoir manipuler l'aiguille à ramonder les filets, maîtriser les techniques essentielles afin de contrecarrer toute entrave pouvant survenir sur le bateau, tel est l'objectif escompté à travers cet apprentissage. Mais ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est uniquement des réparations d'urgence. Et ça, c'est juste pour dépanner, pour encore faire la pêche. Parce qu'on est en train de faire des réparations urgentes sur un filet sardinal. Je leur explique en quoi ça c'est des réparations provisoires. Après, on fait sortir le filet à terre, on l'étale et on prend les mesures et on change complètement les nappes qui sont défectueuses. Les stagiaires, attentifs aux cours de ramondage et de matelotage, trouvent en cette formation un élément indispensable à l'exercice du métier de la pêche. Cette formation est très riche et diversifiée. Mon souhait est de devenir mécanicien ou patron de pêche ou même raïs. J'aime ce métier de la mer. D'ailleurs, j'arrive de Delès pour l'apprendre ici à Béjaïa. On est en train de ramonder le filet de pêche. On a fait tout le filet de pêche. On a le filet de pêche. Un marin pêcheur, je serai un marin qualifié un séjour. C'est ce que j'espère faire et bien sûr apprendre vraiment à maîtriser ce domaine-là. Il est à noter que dans la wilaya de Béjaïa, le métier de ramondage est rare. Pour réparer leurs filets, les pêcheurs doivent se déplacer à Delès, à Zefoun ou à Alger. Ainsi, cette formation répond parfaitement aux besoins des professionnels et armateurs en matière de ramondage. Voilà, un très beau reportage donc, de Saïd Mayouf qui était sur le vif, bien sûr, avec les pêcheurs. Eh bien, nous allons parler d'artistes et surtout de l'art plastique, des arts plastiques, avec Nassiba Djaidir dans sa rubrique Mosaïque. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Allez, on prend l'habitude de se retrouver chaque mercredi. Absolument, ça y est. Oui, ça y est, on oublie le mardi, maintenant c'est le mercredi. Vos fans et surtout tous ceux qui vous suivent régulièrement. Tous les mercredis, voilà, et je les salue à cette occasion. Tout à fait. Alors, vous avez fait un gros plan sur l'exposition donc, du Palais de la Culture, à la Galerie Baïa. Une exposition qui a signé, bien sûr, l'ouverture de la saison culturelle. Absolument, c'est la rentrée culturelle. Donc, il y a eu 2 événements. On s'était attardé la semaine dernière sur Dalté. J'avais assisté au montage de l'exposition. Et cette semaine, c'est cap sur la direction la Galerie d'Art Baïa, où se déroule actuellement une exposition collective. La commissaire d'exposition, je pense qu'elle était venue annoncer l'événement. Elle était passée avec vous. Absolument, elle avait donné les grandes lignes. Et c'est une belle exposition qui est en cours actuellement, qui est en cours et qui va se poursuivre, je pense, jusqu'au 16 de ce mois, et qui regroupe plusieurs générations d'artistes. Il y a plus de 120 tableaux exposés. Donc c'est toutes les expressions. Une grande exposition. Absolument, une grande exposition. Donc elle a fait le montage de cette exposition. Bon, ça s'est passé un peu rapidement, mais bon, elle a quand même réussi à réunir, je le disais il y a un instant, plusieurs générations d'artistes. On reviendra sur cette exposition dans un petit moment. On s'arrêtera aussi sur les noms, les parcours de chacun d'entre eux, ce qu'on pourra faire. Et il y a de la peinture, il y a de l'aquarelle, il y a de la miniature, de la calligraphie, de l'enluminure, il y a de la sculpture aussi, quelques sculptures. Il y a plusieurs générations. Il y a aussi des jeunes artistes qui font leur entrée sur leur scène artistique. On ne connaît pas tellement. Il y a des artistes qui exposent leurs œuvres d'art. La plupart participent avec 2 ou 3 œuvres d'art. En tout cas, c'est une palette très riche, colorée. C'est une exposition, je dirais, contrastée, au style varié. Donc, il y a quelques noms. Je peux citer quelques noms, si vous permettez. Oui. Il y a Sohila Belbahar, la doyenne. Des artistes. Voilà, des artistes. Algériennes. Voilà, absolument. De la peinture féminine. Si elle nous regarde ce matin, on lui fait un petit coucou parce que c'est une fidèle. De Bonjour d'Algérie. Il y a Zerarti aussi. Il y a aussi d'autres artistes, donc génération intermédiaire. Il y a quelques noms. Ouzani, Shafa Ouzani. Il y a Farid Benia.
Oui. Farid Benya. Qui, lui, d'habitude, reçoit les artistes chez lui dans sa galerie. Donc, il participe à cette expo collective. Il y a d'autres noms. La liste est vraiment très longue. Il y a il y a des artistes de l'intérieur du pays aussi qui viennent de différentes régions d'Algérie, d'Est, d'Ouest, du Sud. C'est quand même très riche. La palette est riche, colorée. Il y a aussi des sculpteurs qui exposent, quelques sculptures aussi. Et on a aussi l'enluminure, la miniature, je le disais, il y a en un tout petit cas, moment. l'espace s'y prête, parce que Oui, c'est vraiment grand. La galerie est assez grande, hein, parce que pour pouvoir réunir 40 artistes, plus de 120 tableaux, je ne pense pas que les petites galeries auraient pu contenir tout ça. On aurait pu faire ça soit dans un musée, soit la galerie d'Art Beya qui s'y prête, qui se trouve au Palais de la Culture Moufdi Zakaria et qui est baptisé aussi du nom de Beya. Beya, un grand célèbre nom de la peinture algérienne qui a marqué son temps, son époque, à travers l'art naïf. Eh bien, on va voir tout cela en images. On vous suit à travers votre reportage. Donc, Nessiba nous emmène à la galerie Beya. Regardez. Ils sont une quarantaine d'artistes à exposer leurs œuvres d'art. Des œuvres d'art signées par plusieurs générations d'artistes. Dans l'atmosphère ambiante de la galerie d'art Beya, formes et couleurs évoluent en harmonie. À chacun son mode d'expression et d'évasion. Plus d'une centaine de tableaux dans cette exposition contrastée et au style varié. En fait, il y a tous les mouvements artistiques, donc il n'y a pas uniquement le figuratif ou le contemporain, donc il y a avec nous la miniature, par exemple, il y a M. Kerbouch Ali qui est présent avec nous, il y a aussi la calligraphie avec nous, M. Safer Bati, donc dans la peinture naïf, il y a avec nous Mme Belbahar Sohila, il y a aussi avec nous M. Zerarti Al-Sri, donc c'est un mélange de peinture algérienne, enfin des artistes algériens, de toutes les générations, ce qui est intéressant. Par exemple, il y a les anciens avec nous, mais il y a aussi des jeunes talents. Dans cette randonnée colorée, des œuvres de Belbahar, Zerarti, Bourdine et bien d'autres artistes. Chacun de ces artistes nous plonge dans son univers. Des artistes au parcours aussi riche qu'imposant. Tout au long de leur carrière, ils ont marqué de leur empreinte l'art pictural algérien. Ils se sont forgés un style. Et aujourd'hui, sans voir leur signature, on reconnaît aisément leurs peintures. Des peintures qui nous enveloppent et nous transportent. Très éclectique, où ça nous montre que vraiment qu'il y a un marché de l'art, que nous avons des artistes, mais qu'il faut les encourager. Vraiment, la galerie Beya s'y prête, parce que voilà, elle est surtout en tant que de Corona. Elle est grande, il y a de l'espace, et c'est très pratique. Et il était temps. Il était temps, voilà. Et il faut, j'espère que ce n'est pas la première et la dernière. J'espère qu'il y en aura d'autres. Dans cette exposition, une autre génération d'artistes peintres. Ils ont en commun de la passion pour l'art. Un art en mouvement où formes et couleurs évoluent en harmonie. Des expressions artistiques aussi diverses les unes que les autres. Les artistes travaillent sur différents supports. Chacun d'entre eux y va dans sa créativité et laisse parler son imaginaire. Dans leur peinture, ils utilisent et emploient de nombreux matériaux et outils de travail. Des démarches artistiques, des approches plastiques, avec en toile de fond des émotions à partager. Finalement, je pense qu'on est revenu vers l'essentiel et le plus important dans notre vie, qui est le partage, éventuellement le partage. Alors c'est un tableau où on peut voir les différentes qui m'ont vraiment touchée, qui m'ont vraiment accompagnée durant toute ma vie. Moi, je suis de Blida. Alors, vous allez trouver le jasmin, des hirondelles. En fait, il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de reprendre parce que je suis revenue vers le plus important, Andy, ou Andnas, les Qarabia, la famille, la maman. Voilà, c'est un peu l'inspiration de l'œuvre.
Pour cette rentrée culturelle, une palette riche et colorée dans cette galerie. Une galerie d'art qui porte le nom d'une artiste qui aura marqué son temps et son époque. Rencontres, échanges et partages dans une démarche artistique en perpétuel renouvellement. Invitation au voyage à travers donc les différents styles, comme vous l'avez dit, une palette assez riche assez de nos artistes algériens. assez colorée. D'ailleurs, on va demander à Hanen si elle veut bien nous diffuser. Ce qui est plaisant dans ce genre d'exposition, c'est que quand c'est des collectifs comme ça, grâce à votre rubrique, on arrive comme ça à connaître nos artistes algériens, et reconnaître leurs tableaux, reconnaître leurs palettes, reconnaître aussi leur travail. Absolument. Mais les artistes, d'ailleurs je l'ai dit dans le reportage, qui ont un nom, ils se sont fait un nom sur la scène artistique algérienne, en fait on n'a plus besoin de lire la signature au bas du tableau. On reconnaît le style. Je vous ai vu aussi. J'adore le faire. C'est un exercice que j'adore faire. Ça c'est Belbahar, ça c'est Chegran, il y a eu du Chegran. Voilà. Alors cet échiquier que vous nous avez aussi montré, c'est un échiquier, ça fait partie des sculptures. Oui, c'est un artiste plasticien. Cet échiquier est signé par l'artiste plasticien Rochdi Ben Sayah. Malheureusement, on n'a pas pu l'interviewer. Timide devant la caméra, oui, très. Bon, il a refusé poliment. Et bon, on va essayer de voir aussi d'autres œuvres, si elle veut bien, Hanan nous envoyer quelques images. C'est vraiment impressionnant, cet échiquier, un grand travail aussi d'installation. Il pèse 500 kilos. Oui, avec du métal. Il avait fait ça à l'occasion d'un événement. Il était en résidence artistique à Dar Abdel Taif. Et c'est dans ce cadre-là qu'il avait... disons, réaliser cet échiquier. C'est impressionnant, il faut aller voir de près. Qui passe pas inaperçu. En arrière-plan, on a vu les œuvres, la grande fresque de Souhila Belbahar. La Souhila Belbahar, une palette très colorée. Je ne sais pas si on peut voir. Là. Voilà, on est en train de voir un de ces tableaux. Ça fait partie de la fresque murale. Alors, ce sont ces femmes pétales, c'est très coloré. Elle est dans son petit monde, Souhila Belbahar, qui a un parcours, qui a un nom très connu sur la scène. Cette femme qui s'est imposée. Oui, qui s'est imposée. C'était pas facile à l'époque. C'était pas facile pour une femme de s'imposer sur la scène artistique algérienne. On peut dire qu'elle est la doyenne maintenant. La peinture a été bien épaulée par son mari. Absolument, qui l'a encouragée. D'ailleurs, qui a construit, il a mis à sa disposition un très bel atelier que j'ai eu l'occasion de visiter. Il est magnifique son atelier. Voilà. Très beau, très bel atelier dans sa maison. Voilà, on va voir peut-être une autre œuvre d'art et à l'occasion. Beaucoup d'artistes qu'on a pu voir, donc celui-ci. Alors là, c'est une œuvre de Zerarti qui a fait aussi, qui fait partie d'une génération d'artistes qui a marqué de son empreinte la peinture algérienne. Et lui, il travaille, il est sur les motifs, les symboles, les signes. Il a fait partie du groupe Auchem. Voilà, du groupe Auchem, le célèbre groupe Auchem au lendemain de l'indépendance qui s'est aussi imposé par sa peinture. Voilà, on va voir. Alors là, vous reconnaissez. Oui, Chegran. Voilà, beaucoup de couleurs, Chegran, toujours. Et Auchem aussi. Et aussi, il y a le groupe Auchem. Et bon, il a fait partie, enfin, disons qu'il adhère au mouvement Auchem. Il n'a pas fait partie du groupe Auchem, mais il adhère par sa peinture. Donc le signe, le symbole, son travail reste très ancré dans le terreau culturel algérien. En tout cas, on l'embrasse aussi. C'est un artiste qui nous a jamais, donc il n'a jamais refusé donc, de venir sur nos plateaux. Très souvent. J'espère qu'on aura l'occasion de le revoir et qu'il ramènera son harmonica aussi. Voilà. Alors là, c'est Shafa Ouzani. C'est un artiste autodidacte. Il est architecte de formation et de profession. Et donc, il a fait aussi son petit bonhomme de chemin. Il s'impose par son travail. Il a exposé aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Et c'est très coloré. Puis on voit aussi la petite influence du travail de... Bon, il y a une petite influence de Khadda aussi, c'est vrai. Et de son métier d'architecte aussi. Les constructions, c'est très géométrique. Alors ça c'est Yasmina Serdoun. C'est une artiste qui est passée par l'école des Beaux-Arts. Elle est de Constantine. Et la femme
est très présente dans son travail. Donc ça, c'est son, elle donne libre cours à sa créativité. Elle traduit toutes ces émotions d'artiste dans son travail. C'est les femmes sont très présentes. C'est dans l'imaginaire. Hein. Voilà. C'est vraiment son imaginaire qui parle. Très belle aquarelle. Alors là, c'est de la peinture peinture à l'huile sur toile. Donc les femmes voilées, c'est Sofiane Dey, c'est un jeune talent, talent qui émerge. Non, il n'est pas de Biskra, hein. Je pense qu'il est de Betna. Et c'est un talent qui émerge sur la scène artistique algérienne. Si je dis pas de bêtises, il est de Betna. Je suis pas très sûre. Hein, en tout cas, c'est de très beaux tableaux qu'on a pu découvrir avec vous. La femme voilée. Et il donne une touche moderne à son travail. Hein. Il est dans le figuratif, mais il donne une touche moderne. Une touche moderne. Il a exposé aussi à plusieurs reprises dans pas mal de galeries à titre collectif. Alors là, c'est Nadia Chirac de Tizi Ouzou qui travaille aussi. Qui est formidable, Nadia Chirac. Aussi. Elle est de Tizi Ouzou, on l'embrasse si elle nous regarde ce matin. Qui a toujours encouragé les talents, qui a toujours reçu dans sa galerie. Dans sa galerie, elle a une galerie d'art. Elle-même est une artiste. Absolument, elle est artiste et elle travaille énormément. Et là, elle donne libre cours à sa créativité. Il y a beaucoup de mouvements dans son travail. Oui. Et elle a exposé, elle a participé avec 2 œuvres d'art dans cette exposition. On terminera avec celle-ci. Oui, alors là, une belle miniature. Absolument, en luminure. Et c'est signé par Ali Kerbouch, un artiste qui aussi... Oui, le Taous, voilà, absolument. Le pan. Et il a exposé des miniatures de l'enluminure. Là, nous avons un artiste de Sidi Bel Abbès, Moqaddes de Sidi Bel Abbès. Il a exposé des portraits, des marines aussi. Ouais. Et il a aussi sa petite touche personnelle. Il apporte un plus dans son travail. Il est dans un travail aussi, dans une démarche artistique toujours en perpétuelle évolution, je dirais. Hein. Alors tout ceci, vous nous avez donné un avant-goût. Donc pour celles et ceux qui veulent découvrir l'ensemble surtout de ces œuvres, allez-y, c'est au Palais de la Culture, c'est en ce moment même à la galerie Beya. Il y en a plus de 120 tableaux. Bon, on n'a pas pu tout filmer malheureusement. Il y a aussi un artiste, mais qui est un artiste aussi, on a vu dans le reportage, qui rend hommage au corps médical, qui a énormément travaillé durant cette pandémie. Très belle exposition qu'on avait vue sur les réseaux sociaux. Halim Kebièche. Et donc c'est monumental, c'est de grandes fresques. Il rend hommage à tout ce corps et on leur rend hommage, nous également ce matin, par la même occasion. Bravo pour tous ces artistes. Merci beaucoup Nassiba, on est arrivé à la fin de l'émission, enfin à la rubrique plutôt. Et puis on aura l'occasion de vous recevoir dès mercredi prochain avec un autre rendez-vous pictural. Allez, on continue, une belle chanson, bien sûr, c'est Inès, on se retrouve juste après.
retour sur le plateau et on accueille comme il se doit notre invitée qui a fait le déplacement spécialement pour notre émission de Sétif. Elle est arrivée, elle s'est levée très tôt, elle me disait. Il s'agit de Jamila Touabek. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Bonjour, merci. On a parlé de vous la semaine dernière. Oui, avec Madame Moulay Asma. Tout à fait. On a parlé de vous avec bien sûr la représentante de la communication du ministère du Tourisme. Et elle nous avait cité votre exemple. Et là, grâce à elle, vous êtes parmi nous ce matin pour vous rendre hommage et surtout parler de votre société, on va dire, et votre agence de tourisme. Oui. Voilà, ça s'appelle Handitour. Voilà, c'est destiné aux personnes en situation de handicap. Exact. Voilà. Alors, Handitour est une agence destinée aux personnes à mobilité réduite. En fait, c'est une agence pour tout le monde, mais qui a la valeur ajoutée de prendre en charge les personnes en situation de handicap. Alors, facilitant l'accès à tout endroit accessible, hôtel, toute institution touristique, par le biais d'une plateforme, comment dire, un site, une adresse. Non, plutôt une application. Une application. Et il y a l'application Handitour qui est sur Play Store, qu'on peut facilement télécharger. Oui. Vous avez tous les endroits accessibles avec tous les critères, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Vous avez les prix, elle est encore en développement. Les prix, on a les hôtels, on a les maisons d'hôtes et on a les chalets. C'est ça. Et vous avez fait un véritable travail de prospection pour tout cela, pour avoir donc réuni, rassemblé toutes ces institutions et ces lieux pour leur faciliter bien sûr l'accessibilité. C'est ça? Oui, oui, parce qu'il fallait contacter toutes les institutions touristiques. On a eu une très grande aide de la part du ministère du Tourisme qui était toujours totalement... oui. Oui, il était à 100% efficace. Il y a eu aussi le concours de ELIP, où j'ai été classée 4e à l'échelle nationale, merci. Il y a eu aussi EWC, entrepreneuriat. Justement, je vais citer un petit peu tous les titres que vous avez. Alors, vous êtes la présidente de l'Union des handicapés moteurs de la wilaya de Sétif, coordinatrice Maghreb Moyen-Orient de la Fédération internationale des droits des handicapés, présidente, directeur général d'une agence de communication relationnelle. C'est cela, c'est ce qui vous a donné peut-être envie de créer cette... En fait, c'est de là qu'est venue l'idée. L'idée est venue du fait que je suis membre de la Fédération internationale des droits des handicapés et chacun de nous est dans une région précise et a c'est-à-dire s'occupe d'une chose. Moi, c'est la communication, mais j'avais celui qui est de la région Europe. C'est lui qui a démarré justement le tourisme pour handicapés. Et il a même... on a décidé de faire ensemble l'unité de fabrication de matériel de ski et de plage. Très bien. Ce qui est un grand projet qui va faire travailler... En fait, c'est pas donner juste l'accessibilité physique aux handicapés dans le tourisme. C'est leur donner l'accessibilité physique et l'accessibilité financière. Parce que à quoi ça sert de leur donner envie de voyager s'ils n'ont pas les moyens financiers. C'est pour ça que ce projet grandiose va ouvrir des postes d'emploi et en même temps faire... Voilà. Et vous êtes donc membre de Womena Community, femmes entrepreneurs de la région de MENA, bien sûr, Moyen-Orient, et membre de AVID pour les droits des femmes africaines, porteuse de projets, tourisme Handitour, bien sûr, et bien entendu de cette agence aussi qui prend en charge les personnes en situation d'handicap. Alors, c'est une lourde tâche peut-être pour vous. Uniquement, vous travaillez comment? Quotidiennement avec les agences touristiques, avec d'autres opérateurs touristiques? C'est-à-dire que, je vais vous dire, Handitour s'est développé dans la période Covid. Non, avant Covid. D'accord. C'était la période de ELIP. Très bien. Il s'est développé avec ELIP. Après, la période du Covid a été très bénéfique. Pourquoi? Parce que j'ai joué beaucoup sur le relationnel et on a fait... une prospection. On a fait une prospection
Et j'ai un partenaire, c'est un Turc, qui faisait presque chaque semaine des rencontres sur Zoom avec différents pays. Et donc on parlait, on discutait, on échangeait, et ça leur a donné l'envie de devenir partenaire. D'ailleurs, j'ai en Tanzanie, sur plusieurs pays, en Inde, plusieurs pays. Pas qu'en Algérie, c'est-à-dire que vous ne faites pas que du tourisme local. Vous faites du tourisme à l'international. Justement, la chose qui est bien, c'est que Handi Tour n'existe pas, ou presque pas ailleurs. D'accord. L'idée, c'est-à-dire que si vous rentrez sur la page Facebook de Handi Tour, vous allez trouver des vidéos que j'ai partagées. Par exemple, en Belgique, il y a l'accessibilité touristique. Mais il n'y a pas de moyen, il n'y a pas cette agence, il n'y a pas le moyen de communication qui mène vers le... Tout à fait. Mais justement, toute la difficulté est là. On n'en a pas souvent parlé dans notre rubrique. Nous avions une rubrique accessibilité où on parlait bien sûr de la difficulté de mouvance et de déplacement de ces personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours réglé. Il faut adapter les magasins, il faut avoir des rampes, il faut avoir donc des petites routes d'accessibilité, etc. Et dans le tourisme, c'est pas évident de généraliser tout cela. Alors peut-être que vous avez démarré de très peu, peut-être. Oui, bien sûr. On a démarré de très peu, mais il y a une chose qui se fait, c'est que on ne travaille pas juste à l'agence. Au niveau de l'association, comme aujourd'hui, il y a une rencontre à propos de l'accessibilité, l'autonomie et l'accessibilité de toutes les associations, de toutes les associations pour handicapés accessifs. On essaye de créer un programme, de créer une plateforme qui facilite l'accessibilité. Il y a l'université qui est partenaire, il y a l'association des architectes qui ont fait vraiment un travail de... Voilà, aujourd'hui, même l'habitation doit être repensée. Il doit y avoir des cahiers des charges pour faciliter la mouvance dans un appartement, que ce soit peut-être rapetisser certains meubles aussi dans les maisons, pour les personnes en fauteuil roulant par exemple. Oui, avoir plus d'espace pour se mouvoir. Même, il y a quelque chose qui peut être fait entre les associations, les agences de voyage et le ministère, ou on va dire les autorités nationales. C'est la création de villages touristiques accessibles. C'est pas difficile. C'est pas difficile, ça peut être abordable financièrement et abordable physiquement. Et il y a un exemple, Handi Oasis, qui est au Maroc. Je pense que c'est Casablanca, je ne sais pas, c'est au Maroc. Vous trouverez aussi le lien sur le... C'est magnifique, c'est magnifique. Alors vous, quand on vous contacte pour venir voyager, on est en situation de handicap, vous offrez donc le véhicule, c'est-à-dire tout est accessible? On a commencé à préparer le terrain avec Yassir. Yassir, on a demandé à Yassir qui va avoir 10% de ses véhicules adaptés aux personnes en situation de handicap. C'est parce que le PDG de Yassir était présent au concours de ELIB. Et il s'est accroché, donc on s'est contacté. Yann Betou. Ça a été pour l'accessibilité pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnateur. Bon, je veux aller en voyage. Si je vais dans un hôtel, il faut ma chambre, la chambre des parents ou de l'accompagnateur. Ça risque de coûter cher. Par contre, un Betou, ou bien même les bungalows, vous avez tout un endroit pour tout le monde, pour toute la famille, ce qui facilite. C'est-à-dire que réduire les coûts du voyage. Voilà. Les coûts du voyage et en même temps faciliter l'accessibilité. Bien sûr. Alors tout ceci, c'est pour ça que on voudrait vous rendre hommage, on voulait vous rendre hommage. Merci. Tout ceci doit être pensé, repensé, revoir. Et vous êtes à la tête donc de cette entreprise de communication. C'est pourquoi le relationnel est très important dans votre cas. En tout cas, bravo à vous. Et puis nous, on a été ravis de vous recevoir. Merci. J'espère qu'on viendra très vite vous suivre avec vos différentes peut-être personnes qui vont
prendre le voyage et vont se déplacer grâce à vous. Bien sûr, bien sûr. On va faire... Très bien, en sorte. Merci beaucoup. Je rappelle, Jamila Touabet, vous êtes présidente de l'association de l'Union des handicapés moteurs de la Wilaya de Sétif et vous êtes à la tête de cette agence Handitour. Voilà, on peut cliquer sur Handitour, on a toutes les informations nécessaires. Surtout sur la page Facebook, vous allez trouver beaucoup de renseignements. Et vous avez l'application. L'application, il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est que dans l'application, il y a une rubrique où l'handicapé met toutes ses renseignements. D'accord. Où il met, ça c'est une bonne idée. Par exemple. Non, où il met tous ses renseignements. Donc nous, on peut, d'après son profil, lui choisir l'endroit Très bien. adapté. Merci beaucoup. On vous laisse repartir. Je sais que vous avez une journée bien chargée aujourd'hui sur AG, des réunions qui n'en finissent pas. En tout cas, merci d'être venu. On continue notre programme. Je vous invite à nous retrouver dans un tout petit moment. De retour sur notre plateau, on va terminer l'émission avec nos amis et surtout retrouver avec grand plaisir Leïla Djibour. Bonjour Leïla. Bonjour Emel. Comment ça va? Ça va très bien. D'habitude vous êtes à la radio le matin. Oui, maintenant c'est le soir. Ah voilà, c'est pourquoi on vous reçoit ce matin pour annoncer votre nouvelle émission. Dans un moment, Hakim, bonjour. Hakim bonjour Amel, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Vous aussi, vous allez nous annoncer votre émission? Logiquement, c'est dimanche prochain. Voilà. Si tout se passe bien, dimanche prochain. On va en parler. On va en parler. Et puis on va dire à Leïla, donc, qui elle, ça y est, a fait son baptême de feu pour les soirs, c'est cela? Donc c'est tous les jours, du dimanche au mercredi. De 20h à 21h. Voilà, c'est sur les ondes d'Alger Chien 3. Et c'est une émission donc, qui encourage les artistes. Donc, et aussi, surtout, c'est une nouveauté cette année, c'est les startups. Donc le volet entrepreneuriat qui est en seconde partie d'émission avec voilà, énormément d'intervenants. C'est vrai que c'est une période très importante pour les startups. C'est vrai. Donc nous, comme c'est une émission de jeunes, même si c'est pas obligatoire d'être jeune pour venir, mais voilà, on encourage la nouvelle génération. Et bien entendu, à l'improviste, ça s'appelle à l'improviste. Tout à fait. Comme son nom l'indique, c'est de l'improvisation, surtout par rapport aux artistes qui viennent, les musiciens surtout. Donc voilà, on leur demande de jouer quelque chose. L'essentiel, c'est la convivialité. C'est votre mot d'ordre. C'est exactement ça, c'est de se retrouver tous ensemble et d'apporter quelque chose de dynamique à l'antenne. C'est vrai. Quelle est la différence? On voit donc des images, alors avec notre ami Nour Moqaddam. Nour Moqaddam, voilà, que je salue, qui est en train de nous regarder ce matin. Très voilà, bien, qui est dans l'équipe. aussi. Il y a un travail qui se fait avant, les invités, les thématiques surtout, c'est très important. Ça se travaille. De travailler les thématiques et les artistes. Il y a énormément d'artistes qu'on reçoit, même à l'étranger, c'est-à-dire même avec le confinement, le fait de ne pas pouvoir se déplacer, mais il y a des Algériens qui sont établis à l'étranger, qui nous regardent. Qui vous écoutent, qui vous regardent.
comme Melk Vogue qui nous a envoyé son single. Avant de sortir en France, il l'a envoyé directement à l'improviste. Donc voilà, je le salue, je le remercie pour ça. Voilà, c'est surtout ce contact qu'il y a avec, qui n'est pas coupé avec notre communauté établie à l'étranger. Et grâce à des émissions pareilles, on a cette possibilité de tenir ce lien et aussi de montrer ce qu'ils font, de belles choses. Alors ils font de très belles choses et puis on reste en contact avec eux même sur les réseaux sociaux puisque c'est une émission interactive. Donc ils sont là, ils sont omniprésents, même avec nous en studio. Tout à fait. Alors quelle est la différence entre ce créneau qui vous étiez du matin, hein, vous aviez une matinale, vous donniez l'information, l'actualité, tout ça avec le service public, avec Badia Haddad, et les médias. Le 100% médias ensuite, exactement. Vous étiez invité d'ailleurs, Amel, voilà. Vous aussi, exactement. Et c'est vrai que maintenant, le soir, pourquoi? Parce que c'est vrai que les artistes, quand on les invite en soirée, le matin, on les agresse un peu. Quand on est un artiste, qu'on se réveille pas très tôt, tandis que le soir, ils prennent leur temps, ils sont à l'aise. Voilà, d'ailleurs, ça, c'est le jingle de l'émission. Voilà, c'est de ces superstitions qu'on a choisi, qui est très dynamique, on reconnaît tout de suite l'identité de l'émission grâce à ce jingle. Et ça y est, l'émission maintenant a été lancée depuis la rentrée. Exactement. Vous avez beaucoup de monde qui vous suivent, qui vous appellent? Écoutez, on a fait les annonces sur Facebook parce qu'il fallait s'inscrire, si c'est des jeunes talents, bien sûr. Donc, il y a eu un retour qui était très positif. Maintenant, honnêtement, alhamdoulilah, on n'a pas de galère pour trouver des invités parce que les jeunes sont là et ils ont envie de faire des choses, la vérité. Donc, c'est cette jeunesse algérienne. Et puis surtout, la disponibilité du soir, c'est très important. Et le soir, ça arrange tout le monde. Il n'y a pas de circulation, c'est à partir de 20h, c'est une ambiance artistique. On vous dit pas, je travaille demain, je peux pas. Franchement, honnêtement, si on part du principe où c'est une corvée, voilà, le travail pour moi, c'est une passion. Donc, j'y vais avec grand plaisir. Non, pas pour vous, pour les invités. Ils sont pas. Alors, pour les invités, ils sont pas dans la il nous tranche est même horaire. arrivé de les inviter à la dernière minute parce qu'on a eu quelques désistements, désistements. Et ben, ils venaient parce que c'est le soir que ça les dérangeait pas de venir. Puis même, c'est une ambiance assez conviviale. Donc, ils sont à l'aise, on les met à l'aise. En plus, il faut savoir qu'il y a moins de contraintes à la radio qu'à la télévision. C'est sûr. Les préparatifs à la radio, on vient s'asseoir, on discute, on parle, c'est comme au café, il y a un micro, il y a une convivialité, c'est très sympa. Alors qu'à la télévision, c'est plus sérieux, il y a le maquillage. Vous en avez fait de la radio, vous êtes un homme de radio, oui. La radio, c'est plus simple d'inviter des gens à des heures peut-être pas possibles, à l'inverse de la télévision. Il y a moins de contraintes. De l'image, ils ont peur face à une caméra, ils se disent la préparation qui se fait à côté, les cheveux, le maquillage. Même si actuellement, avec les nouveautés qui se passent au niveau de la radio, la plupart des émissions sont enregistrées, sont diffusées sur les réseaux sociaux. Voilà, sur le web, sur les réseaux sociaux. Bon, il y a la caméra, mais on la voit pas, c'est pas comme dans un studio, il y a 3-4 caméras, il y a des techniciens, il y a du monde qui est derrière. À la radio, c'est un peu plus simple. Il y a une autre ambiance. C'est toute une autre ambiance, c'est plus simple, c'est plus convivial, on est plus à l'aise, même pour les invités, même s'ils sont invités au dernier moment, ils sont là, ils arrivent, ils peuvent parler, ils peuvent vous proposer une improvisation musicale sans gêne, sans rien du tout. Et puis c'est ce qui fait le charme de la radio, c'est ça. Voilà. Ça y est, maintenant, depuis quelques semaines, vous êtes donc ça fait déjà 2 semaines qu'on s'est lancé et on n'oublie pas le plus important, même si c'est depuis le début, c'est le volet associatif, voilà, les initiatives citoyennes, c'est très important. On en parle chaque mercredi, voilà, donc avec Octobre Rose, avec tout ce qui se passe dans Vous êtes en rose d'ailleurs, hein, vous avez voulu rendre hommage. Je suis mise en rose pour justement Octobre Rose. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans l'actualité, on essaye de toucher à toutes les thématiques, y compris tout ce qui touche aux femmes. C'est vraiment très très important d'être à l'écoute. Alors, il faut dire aussi, les jeunes sont de plus en plus innovants, on va dire, en matière d'entrepreneuriat, start-up. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment peut-être de visibilité pour ces jeunes-là. Il faut énormément travailler sur le bouche à oreille aussi pour pouvoir les rencontrer. Beaucoup de bouche à oreille. Et puis surtout, on travaille avec les petites mains, les artisans. Il ne faut pas les oublier. C'est un peu ça aussi l'émission. C'est pas que les start-up, donc les entreprises connues comme les VTC et tout. Non, on n'est pas dans ça. On est vraiment dans les petites entreprises qui débutent. On les encourage. D'ailleurs, je lance un appel. C'est tous les dimanches, lundi, mardi et mercredi. Voilà, donc il faut s'inscrire. C'est à l'improviste. Maintenant, il y a la page Instagram. Voilà. Ça y est. Doucement, on évolue. Avec, vous rentrez vous prenez vos marques. Sociaux. Ça y est. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est l'équipe du soir. C'est de 8h à 21h. Donc de 20h à 21h plutôt. Voilà, avec peut-être une surprise d'ici décembre. Parce que vu qu'on reçoit beaucoup d'artistes qui défilent, on s'est dit pourquoi pas, si tout se passe bien,
organiser un concert à l'auditorium de la Radio Nationale. Ah bah voilà. Voilà, pour la fin de l'année. C'est exactement ça, pour relancer les concerts radio. Très bien. Voilà, on espère que ça va pouvoir se réaliser. On vous suivra et on sera bien Écoutez, sûr au courant. On n'est pas très reviendra loin. dans les coulisses. On viendra dans les coulisses, Leïla Exactement. Djibour. En tout cas, on a été ravis de parler avec vous donc, de cette nouvelle émission, nouveau bébé pour la radio algérienne, la chaîne 3, et surtout pour vous. Hein. C'est une nouvelle équipe, façon aussi de travailler avec de nouveaux engagements aussi envers donc, vos invités. Exactement, surtout je remercie Nour Moqaddam qui m'accompagne et c'est elle qui s'occupe donc du volet start-up, d'entrepreneuriat. Très bien. On aura l'occasion peut-être de la recevoir pour nous en parler en détail. Il va avoir du boulot. Hein, exact. Hakim aussi va nous parler de sa toute nouvelle émission, Inch'Allah, dimanche. Ça s'appelle C'est la reprise. Alors au lieu de Canal Foot, c'est l'heure du foot. Donc ce sera toujours en soirée, normalement à partir de 21h. On parlera toujours donc sport, football, résultats sport, les nouvelles de nos internationaux, de notre championnat, de ce qui se passe dans le monde du football et surtout ce qui se passe en Algérie concernant ce sport, le sport roi qui est le football. Voilà. Ce sera tous les dimanches soirs. Eh ben, on va commencer par parler du football, puisque vous êtes là pour nous donner l'actualité, bien sûr, sportive de nos équipes, bien sûr, respectives. On va parler de l'équipe de football qui va partir en Autriche. Qui est en Autriche pour les préparatifs. Depuis le 5 octobre pour donc, ce stage. Ça sera jusqu'au 13 de ce mois d'octobre, avec à la clé 2 rencontres et 2 joutes amicales face à une équipe qu'on connaît très très bien, le Nigeria, face également à une équipe qu'on connaît un peu moins, mais qui reste parmi les grands ténors du football un peu en Amérique latine, le Mexique, qui lui jouera face à l'Algérie. Ce sera le 13, ça se passera aux Pays-Bas. Et donc le premier match se jouera en Autriche, deux matchs plutôt à huis clos en cette période de pandémie. Donc 2 rencontres à huis clos. Les Verts sont en préparation, ils sont entrés en stage le 5 de ce mois d'octobre. 24 joueurs ont été convoqués par Jamel Belmadi, le sélectionneur, qui lui donnera aujourd'hui une conférence de presse par visioconférence avec les journalistes algériens pour expliquer un petit peu son choix. Voilà, le choix, puisque on a pris l'habitude, les Algériens ont pris l'habitude, les journalistes les 24 joueurs ont pris l'habitude un peu trop de critiquer les choix de l'entraîneur et des sélectionneurs qui sont passés à la tête des Verts, à la tête des Fennecs. Jamel Belmadi, pour cette fois-ci, et à cause de la pandémie, donc n'a pas eu trop le choix. Il a pris les joueurs qui étaient en activité, qui ont des clubs, qui sont en forme pour pouvoir préparer ce stage de préparation. Vous le savez que l'Algérie reprend ses activités réelles, ses éliminatoires à partir du mois de novembre prochain avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis par la suite, ce sera les éliminatoires de la Coupe du Monde. Jamel Belmadi, donc, il donnera une conférence de presse qui sera sur le site de la Fédération à partir de ce soir pour qu'on puisse donc avoir toutes les... 2 rencontres amicales, c'est ça? Il y aura 2 joutes amicales. Alors la première, ce sera face à l'équipe du Nigeria qu'on a eu l'occasion donc de rencontrer en demi-finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Victoire des Verts sur le score de 2-1, un match tiré par les cheveux et ce fameux but de Riyad Mahrez en toute dernière minute. Donc ce sera la première rencontre, ce sera une sorte de remake, une sorte de revanche. Malheureusement, Jamel Belmadi aurait souhaité avoir l'équipe qui avait joué cette demi-finale. Par contre, il n'aura pas tous ses joueurs à disposition, puisqu'il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas encore terminé de signer ou de trouver de club avant la fin de ce mercato estival, à l'image de Belamri, qui vient à peine de signer avec l'Olympique lyonnais, Adam Mounes, Belaili, Islam Slimani. Il fait avec ce qu'il a eu sous la main. Il a eu bien sûr l'avantage de convoquer de nouvelles têtes pour pouvoir les essayer, pour pouvoir jauger ces nouveaux joueurs qui peuvent apporter un plus à l'équipe nationale. Et Jamel Belmadi avait au départ présélectionné un peu plus de 40 athlètes avant de choisir les 24 qui vont participer à ce stage qui, je le rappelle, du 5 au 13 octobre en Autriche puis aux Pays-Bas. Voilà, vivement que bien sûr nos équipes reprennent et surtout notre équipe nationale reprenne. Après on verra Leïla Djibour avec bien sûr sa tenue verte. Tout à fait. Je l'ai toujours, elle n'a pas changé. Aux couleurs bien sûr de l'équipe nationale. C'est un truc normal, tous les Algériens, dès qu'il y a l'Algérie, l'ont cette manie d'aller prendre le maillot des Verts, le drapeau algérien pour pouvoir soutenir cette équipe à leur manière. Ils ont toujours été derrière les Fennecs, derrière les Verts, derrière les guerriers du Sahara. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. En tout cas.
oui, il nous manque Eh bien, vivement que aussi le championnat d'Algérie reprenne. Là, il y a tout un travail d'homologation des stades aussi qui va aussi être qui va reprendre. Alors, donc la décision, tout d'abord, avant de parler de l'homologation, on le sait, donc déjà à chaque début de saison, une commission est mise en place afin d'aller vérifier l'état des stades algériens afin d'homologuer donc la réception des autres équipes. Alors, il y a plusieurs paramètres qui sont pris en compte, l'état du terrain, le nombre de places, la sécurité, les accès, la protection des deux formations, que ce soit l'équipe qui reçoit ou l'équipe qui se déplace, là également la sécurité des officiels présents lors de cette rencontre. Pour cette saison, tout le monde le sait, c'est vrai que, comme un peu partout dans le monde, ce sera des matchs à huis clos. Ça, c'est clair, net et précis, tant que cette pandémie n'a pas été vaincue. Voilà. Et pour l'instant, cette commission est en train de faire le tour de la région, le tour de l'Algérie, afin d'homologuer. Cette saison, on le sait, plus de clubs, plus de compétitions, plus de matchs. Donc il y aura 20 clubs en Ligue 1, il y aura 2 ligues Est, Centre et Centre-Ouest avec 18 équipes dans chaque ligue pour la Ligue 2. Donc il y aura beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs. Comment va faire la fédération, la Ligue professionnelle pour programmer toutes ces rencontres? On parle éventuellement de 2 à 3 matchs par semaine pour les équipes. Est-ce que ça se fera, ça se fera pas? La décision sera prise incessamment sous peu puisque le programme n'a pas encore été établi par la Ligue professionnelle et par la fédération algérienne. Il y a toujours encore des négociations, mais tout passe tout d'abord par l'homologation des stades. Certains clubs seront out, puisqu'on a déjà vu le Nasser Hussein Dey pour son stade Ziwi, donc qui a été fermé, il n'est pas homologué. Le stade de Hedra, où évoluait à un certain moment le Parado Athletic Club et le Hak Hedra, qui n'a pas été homologué. C'est un petit stade, l'accès, il n'y a pas d'accès. On ne peut pas mettre les caméras de la télévision pour pouvoir retransmettre la rencontre. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. La sécurité avant tout aussi. Et la sécurité également des supporters, mais également des 2 formations, des 22 acteurs ou des 2 équipes pour accéder à ce stade. Donc Sidi Ahmed Bouraïeb, lui, s'est rapproché un petit peu de cette commission qui a fait pour l'instant le tour des stades ici au niveau d'Alger. Il nous est revenu avec ce sujet, on le suit, on se retrouve juste après. Les indicateurs de reprise de la saison footballistique 2020-2021 commencent à se dessiner petit à petit. Et c'est du stade Omar Hamadi de Boulourine que la commission d'homologation a débuté les inspections. Le taux d'avancement des travaux de réfection des différentes structures du stade ainsi que l'état de la pelouse étaient à l'ordre du jour. Comme vous le savez, le stade de Boulourine est en plein travaux. Nous avons donc émis quelques réserves. Mais dès que les travaux seront terminés, nous procéderons à une autre visite. La commission d'homologation a aussi rendu visite au stade du 5 juillet. Et le moins que l'on puisse dire est que les travaux réalisés ont ravi les membres de la commission. Au niveau du stade du 5 juillet, l'avis de la commission est positive. Le stade renferme toutes les conditions requises. Actuellement, des travaux sont entrepris au niveau des vestiaires. Au contraire, le stade Ahmed Falaq de Hidra ne répond pas aux conditions requises pour le déroulement des rencontres de Ligue 1 et notamment les normes de retransmission TV. L'accès déjà, le stade, moi je suis là. Donc au départ, donc, sans rentrer dans les détails, le stade Hidra, on ne peut pas faire un direct à partir de ce stade. Plusieurs stades attendent encore la visite de la commission d'homologation, seule instance habilitée à donner le OK pour le déroulement des rencontres. Voilà, on a pu donc, voir, hein. C'est sérieux. Hein. Et comme la télévision est pour l'instant détentrice des droits donc, de cette Ligue 1, donc elle a tout intérêt à essayer de trouver les meilleures possibilités de retransmission des rencontres afin de satisfaire toute la population algérienne et celle qui vit à l'étranger, hein, puisqu'on est très suivi. Ils seront en huis clos. Et ce sera à huis clos, mais ça se fait un peu partout dans le monde. Hein. Donc actuellement, on est en train de voir le championnat anglais qui se joue à huis clos, le championnat espagnol, le championnat allemand. Tous les championnats se jouent à huis clos. C'est pour des raisons sécuritaires et bien sûr donc sanitaire surtout. Voilà. Donc les chiffres, on va parler de tennis, ça y est. Ah bah oui, on va parler de tennis, mais juste avant, je voulais juste rappeler un petit peu les dates de reprise du championnat d'Algérie, puisque la commission et le bureau fédéral a décidé que la reprise de la Ligue 1 sera pour le 28 novembre prochain et la Ligue 2 pour le 21 décembre prochain. Ce qui est sûr que également la Super Coupe d'Algérie qui opposera l'USMA d'Alger au Chabab Riadi de Belouizdad, elle est également programmée pour l'instant.
au 21 novembre prochain. Très bien. Alors Leïla est comme moi, elle comprend rien en règle de tennis, en matière de tennis. C'est un beau sport. Oui. On les salue pour ceux et celles bien qui remportent bien sûr des trophées. En tout cas, bravo à eux. Mais en attendant, il y a un très beau... En tout cas, on va parler de tennis tout de suite. On va parler de tennis et les amoureux de la petite balle jaune, hein, Roland Garros, de la petite balle jaune, comme on l'appelle surtout, ont dû patienter hier jusqu'à pratiquement 1h15, heure algérienne, pour voir qui était le vainqueur dans la confrontation quart de finale entre Rafael Nadal et le jeune Italien, Sinner Mordant, un jeune Italien. La rencontre, elle, ou plutôt la partie s'est terminée à 1h15, minuit 15 heure, bien sûr, donc à Roland Garros, donc à Paris, et c'est Rafael Nadal qui s'impose encore une fois. C'est le plus long match dans l'histoire de Roland Garros et dans l'histoire du tennis. Très longtemps. Très longtemps. Donc, très longtemps. Des fois, on se dit que certaines rencontres vont jusqu'à 5-7, ça prend du temps. Il y a eu déjà une rencontre qui a duré 5 heures, donc c'était l'autre quart de finale. 5 heures de combat entre deux athlètes pour décrocher sa place en demi-finale. Il faut vraiment une bonne préparation, parce que ça fait partie aussi, l'endurance de l'athlète rentre en considération. Encore une fois, c'est vraiment des heures et des heures de préparation, des jours et des jours. Ce qui est exceptionnel, c'est que la plupart des compétitions se sont arrêtées le mois de mars dernier. Donc pour la plupart, tous les athlètes sont restés chez eux à cause de cette pandémie du Covid-19, sont restés confinés, n'ont pas eu d'entraînement, n'ont pas eu de préparation, et il fallait reprendre à tout prix la compétition, puisque on avait parlé la semaine dernière, on avait dit maintenant le sport c'est un événement. Le sport rapporte de l'argent, coûte de l'argent, et les sponsors, les partenaires exigent. Est-ce que les compétitions manque à gagner, Voilà, il y a vraiment qu'à gagner pour tout le monde, et pour les fédérations, pour les athlètes, pour les sponsors, pour les partenaires. Il y a eu vraiment qu'à gagner. Et là maintenant, on essaye de revenir, de reprendre petit à petit afin de revenir à ce qui se faisait avant. Ça va être compliqué, ça va rester tout le temps compliqué, puisque en football, il y a un manque au niveau des stades, puisqu'il n'y a aucune recette. On a perdu ces automatismes. Ces automatismes. Alors, pour rappeler encore avec Roland Garros, il faut rappeler que cet après-midi, il y aura encore d'autres quarts de finale avec le numéro 1 mondial Djokovic, qui lui sera face donc à Pablo Carreño, l'autre espagnol, et puis relève le russe, lui sera face au grec Stefano Tsitsipas. Chez les dames, également quart de finale entre Petra Kvitova et Lauren Sigmund, et puis l'américaine Danielle Collins sera face à Sofia Kenin. Voilà, ce sera pour les autres quarts de finale. Raphaël Nadal a tous les titres, ça y est, il a tout eu. C'est le plus titré, c'est l'un des plus titrés. Il y avait auparavant donc bien sûr le Suisse Federer, mais qui n'est plus, Federer n'est plus, et donc maintenant c'est Raphaël Nadal qui revient, mais il y a aussi Djokovic, donc il ne faut pas oublier, il y a également le numéro 1 mondial, c'est Djokovic. Ce sera difficile de les détrôner. On le saura ce soir. Donc bon, on saura ce jeune Italien, il s'est fait remarquer, il a fait ce qu'il devait faire, et puis malheureusement il est tombé face à un ténor de cette discipline qui est Raphaël Nadal, qui n'est plus à présenter. En plus, c'est un gaucher, et on le sait, tous les tennisman vous le diront, c'est très compliqué quand on est droitier de jouer face à un gaucher, c'est pas évident. C'est vrai, mais arriver à ce niveau-là, c'est déjà formidable. Oui. Allez, vous allez nous donner un petit avant-goût de votre émission, donc dimanche. Alors dimanche, l'émission, donc ce sera pratiquement pareil que ce qu'on faisait auparavant, ce sera les résultats sport, les nouvelles de nos internationaux. Lors de ce premier numéro de l'émission, c'est l'heure du foot dimanche prochain. Bien sûr, nous reviendrons sur les 2 matchs amicaux des Verts face au Nigeria, mais également le 13 face à l'équipe mexicaine aux Pays-Bas. Nous reviendrons longuement sur la préparation également des jeunes catégories de l'équipe nationale, les U20, les U17 qui préparent les compétitions continentales, à savoir la Coupe de l'UNAF, mais on reviendra également sur les préparatifs des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 en vue de la préparation du début du championnat d'Algérie professionnel. En tout cas, bonne chance pour cette rentrée, bien sûr, avec toutes vos équipes, bien sûr, de la sportive qui travaillent énormément, et on les salue, ils sont toujours disponibles pour Bonjour d'Algérie, nous donner l'actualité, être toujours là, fraîchement le matin, et bien entendu, vous avez beaucoup de travail ce matin. On va vous libérer, ça y est, le sport, il faut être, et puis Leïla, on lui dit bonne chance encore une fois pour cette émission. Merci beaucoup. C'est à l'improviste, c'est tous les jours du dimanche au mercredi. De 20h à 21h, et je tiens à faire un gros bisou à ma maman qui me regarde et qui est en France. Voilà, donc j'espère qu'elle va rentrer bientôt dès l'ouverture des frontières. Inch'Allah. En tout cas, bonne chance pour cette émission. On salue tous les artistes qui vont venir vous voir. Et on les encourage et on les appelle aussi à l'improviste. Vous pouvez également nous écrire, voilà, et participer en direct. Voilà, et toute votre équipe, bien sûr, réalisateurs,
Moukhaddam, exactement, avec moi. Et voilà. Et c'est ce soir, restez branchés, restez à l'écoute des ondes d'Alger 3. Voilà, en attendant de vous recevoir très bientôt avec nous, pourquoi pas, dans une autre émission, Canal Algérie. Avec grand plaisir. Merci Laïla Djebour, Merci à vous, bonne Amel. journée et à très bientôt. Beaucoup. Merci d'être venu. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié ce programme présenté et préparé, en tout cas par nos équipes de Canal Algérie. Je vous dis à demain, 8h30, 10h. Et bien sûr, merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés.